Au fil des civilisations précolombiennes qui ont prospéré dans ce qui est aujourd'hui le Mexique, de nombreuses grandes villes se sont développées pendant 3000 ans. Parmi elles, Teotihuacan se distingue comme la plus impressionnante, la plus grande, la plus avancée et la mieux planifiée de l'ancien Mexique. Située en périphérie de l'actuel Mexico, cette vaste métropole a accueilli à son apogée plus de 200 000 habitants. Teotihuacan a atteint son apogée vers l'an 400, lorsqu'elle a prospéré grâce à une grande population et à des constructions monumentales. Elle s'étendait sur 20 km², ce qui en faisait la plus grande zone urbaine du continent à cette époque. Sa culture représentait une synthèse de toutes les traditions mésoaméricaines antérieures. 3 éléments clés définissent la planification de la ville. Un axe central marqué par la chaussée, connue sous le nom de Avenue des Morts, un grand espace au bout de cet axe servant de lieu de rassemblement, et un point de fermeture visuelle représenté par le grand temple, appelé la pyramide de la Lune. Ce point de fermeture visuelle invite les passants à avancer le long de la chaussée et à se réunir dans l'espace central du complexe. La ville est structurée autour d'axes qui organisent les espaces architecturaux. La chaussée principale remplit la fonction d'Axi Mundi, un axe symbolique qui régit la distribution de la ville, et fonctionne également de manière verticale, permettant un parcours ascendant et descendant à travers les places en contrebas qui jalonnent son tracé. En observant le plan de la ville, on identifie des axes orthogonaux formés par des rues secondaires qui croisent la chaussée principale. Cependant, bien que le design de Teotihuacan repose sur des lignes et des axes orthogonaux, il ne suit pas un plan quadrillé strict, comme on pourrait s'y attendre pour une ville ancienne, organisée de manière systématique. L'aménagement urbain de Teotihuacan est constitué de nombreux ensembles de tailles variées, carrés et rectangulaires, tous alignés selon la même orientation. Ce système orthogonal est incliné d'environ 15 degrés vers l'est par rapport au nord. L'avenue des Morts s'étend sur plus de 4 km du sud au nord, avec une largeur d'environ 40 mètres et est bordée de temples secondaires conçus pour mettre en valeur la monumentalité des 2 grands temples, la pyramide du Soleil à droite et la pyramide de la Lune à l'extrémité de l'avenue. L'architecture de ces temples secondaires suit un principe caractéristique de nombreuses villes mésoaméricaines, le profil talus-tablereau. Le talus est une surface inclinée qui soutient la structure et répartit la charge des plateformes supérieures, tandis que le tablero est un panneau décoratif encadré par des moulures lisses. Il est probable que le système talus-tablero soit apparu à Teotihuacan avant de s'étendre avec des variations à d'autres régions mésoaméricaines, comme la culture maya et Oaxaca. En plus du grand espace dominé par la pyramide de la Lune, il était essentiel d'établir un autre lieu de rassemblement à l'opposé de la ville, destiné au commerce et aux activités civiques, en dehors de l'espace cérémoniel. C'est ainsi qu'a été créée la citadelle, située au sud du complexe. Il s'agit d'un vaste espace carré délimité par une plateforme surélevée, sur laquelle s'élèvent 15 petites pyramides. Au centre se trouve une pyramide à degrés, connue sous le nom de temple de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, qui crée un nouvel axe perpendiculaire reliant le marché de l'autre côté de la chaussée. Le temple de Quetzalcoatl est une grande structure composée de 6 plateformes. Sa base est un carré de 65 mètres sur 65. Bien qu'il ne soit pas aussi imposant que les pyramides du Soleil et de la Lune, il se distingue par son ornementation unique. Chaque talus est décoré du corps emplumé du serpent, tandis que sur chaque tablero émergent alternativement des têtes de Quetzalcoatl et de Tlaloc, dieu de la pluie. On peut encore observer des traces de couleurs dans ces représentations. Au musée d'anthropologie de Mexico, une reconstitution polychrome permet d'imaginer l'apparence qu'avait autrefois la surface de cet édifice à son apogée. Le serpent émergeant de la terre, semblable à une plante qui pousse, symbolise le cycle agricole. Le dieu de la pluie complète cette vision
en fournissant l'eau nécessaire à ce cycle. Comme toutes les civilisations de la région, Teotihuacan dépendait de l'agriculture et de l'eau pour sa subsistance. À proximité, un fleuve, aujourd'hui connu sous le nom de Rio San Juan, a été modifié par les Teotihuacanos pour l'intégrer au plan urbain de la ville. Le fleuve a été détourné afin de s'aligner orthogonalement et de traverser perpendiculairement l'axe central de la ville. L'architecture de Teotihuacan reflète son environnement naturel. Toute la ville est organisée de manière à interagir avec le paysage montagneux environnant. Dans le monde moderne, les villes sont généralement conçues selon une perspective linéaire, où les volumes créent des lignes convergents vers un point de fuite à l'horizon. Les lignes verticales et horizontales génèrent une perception tridimensionnelle de l'espace et les angles révèlent de nouveaux éléments urbains. Ce principe s'applique aussi bien aux villes qu'aux bâtiments. Même lorsqu'une structure a un design principalement horizontal, elle est perçue verticalement. Cela a été le cas depuis les temples de l'Égypte jusqu'à l'actuel Mexico. Cependant, les cultures anciennes du Mexique concevaient leurs villes d'une manière différente. Bien qu'elles utilisent des axes et des points de référence visuels, leur architecture ne repose pas sur la perspective linéaire, mais plutôt sur une relation entre l'horizon et le paysage, établissant un dialogue entre l'architecture et la nature. Les éléments principaux de ce dialogue sont les plateformes et les montagnes qui apparaissent et disparaissent rythmiquement du champ de vision. En arrivant sur l'avenue des Morts et en marchant vers la pyramide de la Lune, on remarque que le véritable protagoniste n'est pas la pyramide elle-même, mais la montagne sacrée qui se dresse au loin, au-delà de la pyramide. Le contour de cette montagne encadre les pyramides et la ville, intégrant la nature comme un élément central. Tout au long de la chaussée, des places en contrebas jalonnent le parcours, obligeant le visiteur à les traverser. En descendant les escaliers, les montagnes et les bâtiments disparaissent momentanément pour réapparaître sous un nouvel angle au moment où l'on remonte l'escalier suivant. À chaque montée, on ressent la sensation de se rapprocher du ciel, car seul le bord supérieur de la marche est visible. Une fois au sommet, une nouvelle perspective s'offre à la vue. En avançant vers la première grande structure, la pyramide du Soleil, on perçoit comment la montagne perd progressivement en importance au profit de la pyramide, jusqu'à ce que les deux atteignent le même niveau visuel. En s'approchant, la pyramide du Soleil grandit en taille, tandis que la montagne en arrière-plan semble rétrécir et s'effacer. Cette pyramide est l'une des plus grandes structures construites à l'époque précolombienne. Elle est entourée sur 3 de ses côtés par une immense plateforme, créant un vaste espace cérémoniel autour du temple. Face à l'avenue des Morts, la pyramide est orientée vers l'ouest, en direction du coucher du soleil, ce qui lui vaut son nom. Comme la plupart des pyramides mésoaméricaines, elle présente une façade imposante avec un large escalier menant à son sommet. Autrefois, un sanctuaire se trouvait à son sommet, où se déroulaient des rituels et des cérémonies. À l'origine, la surface de la pyramide n'avait pas l'aspect grisâtre que l'on observe aujourd'hui. Elle était recouverte de stucs et peinte de couleurs vives, le rouge étant dominant. En fait, certains temples conservent encore des fragments de cette couche de stuc peint. La base de la pyramide du Soleil est comparable en taille à celle de la grande pyramide de Khéops en Égypte, mesurant environ 230 mètres de côté. Cependant, la pyramide du Soleil ne s'élève qu'à 66 mètres de hauteur, soit moins de la moitié des 146 mètres de Khéops. Mais en raison de la perspective horizontale des villes mésoaméricaines, gravir ces pyramides donne toujours l'impression de s'élever vers le ciel, quelle que soit leur hauteur. C'est comme si l'on montait directement vers le ciel. En laissant derrière soi la pyramide du Soleil et en continuant vers la pyramide de la Lune, la silhouette de la montagne continue d'encadrer cette dernière. Cependant, à mesure que l'on s'en approche, la présence de la montagne s'efface progressivement et la pyramide de la Lune s'impose
de plus en plus. En arrivant au centre du complexe, la montagne disparaît complètement du champ de vision, laissant la pyramide de la Lune comme unique point focal dominant le paysage. Bien qu'elle soit beaucoup plus petite que la pyramide du Soleil, avec une base de 130 mètres de côté et une hauteur de 43 mètres, sa position dans l'ensemble architectural en fait le temple le plus important du site. Comme de nombreux grands temples mésoaméricains, elle a été construite en plusieurs phases. La structure originale a été utilisée pendant plusieurs décennies avant d'être recouverte de nouvelles couches. Un processus qui s'est répété 7 fois jusqu'à donner la pyramide actuelle. Un sanctuaire se trouvait également à son sommet où se déroulaient des cérémonies. Depuis le sommet de la pyramide de la Lune, on perçoit clairement la profonde relation entre la pyramide du Soleil et la grande montagne qui se dresse au-delà. De ce point de vue, la silhouette de la montagne épouse parfaitement la forme de la pyramide, révélant l'intention des anciens bâtisseurs de fusionner l'architecture avec le paysage naturel. En observant les autres montagnes situées à l'extrémité de l'axe, on comprend pourquoi la ville n'est pas strictement orientée vers le nord, mais légèrement décalée de quelques degrés. En plus des temples et des palais alignés le long de l'avenue des Morts, Teotihuacan abritait plus de 2000 complexes résidentiels où ses habitants vivaient et prospéraient. Beaucoup de ces complexes conservent encore des fresques murales témoignant du talent artistique de leur peuple. L'un des plus remarquables est le palais de Quetzalpapalotlel, ou Papillon emplumé, qui illustre les principes architecturaux appliqués à la construction des habitations. Son plan est organisé autour d'une cour centrale, servant de noyau à la distribution des espaces. Cela reflète une architecture tournée vers l'extérieur, car la vie quotidienne de l'époque se déroulait en grande partie à l'air libre. Autour du patio, des piliers sculptés représentent le papillon emplumé, motif qui donne son nom au complexe. Dans plusieurs parties de la ville, on observe que, comme pour les temples secondaires, les structures résidentielles ont souvent été construites sur des couches antérieures. Comme de nombreuses cultures mésoaméricaines, les habitants de Teotihuacan concevaient la vie et le temps comme des cycles répétitifs. Leur croyance en la rénovation et la transformation influençait leurs pratiques architecturales. La construction de nouvelles couches sur des structures anciennes symbolisait la renaissance et la continuité de la vie, en accord avec leur vision du monde et leur calendrier cyclique. Dans le cas des grands temples, comme les pyramides du Soleil et de la Lune, cette superposition de couches ne renforçait pas seulement le sentiment de permanence et de continuité, mais rendait également ces monuments plus imposants et visibles. Ainsi, l'autorité des prêtres et des dirigeants était consolidée, tout en élevant le statut de la ville. Les structures les plus hautes représentaient un lien symbolique avec le ciel et le divin. En parcourant la chaussée, les enceintes et les axes secondaires, on remarque constamment des alignements entre des éléments éloignés, tels que les montagnes ou les bâtiments, et des structures plus proches, comme les plateformes ou les temples. Ce jeu de perspective définit l'architecture des horizons, une relation intentionnelle entre les composantes architecturales et les éléments naturels de l'environnement. Cette architecture des horizons est visible dans de nombreuses villes anciennes du Mexique, mais Teotihuacan se distingue par sa monumentalité et sa splendeur. Sans ce cadre architectural conçu pour la mettre en valeur, le paysage environnant ne serait qu'un simple décor, sans lien direct avec la ville. Il est rare de trouver une ville aussi parfaitement harmonisée avec son contexte naturel que Teotihuacan. Cependant, ces cités précolombiennes du Mexique rappellent, d'une certaine manière, l'architecture de la Grèce antique. Les Grecs avaient également établi une relation étroite entre leur ville et leur environnement. À une échelle plus réduite, on peut observer des alignements similaires avec les montagnes dans certaines cités grecques. On pourrait également établir un parallèle avec l'architecture de l'Égypte antique, dans la mesure où de nombreux éléments sculptés dans la pierre semblent imiter des formes naturelles. De plus,
L'utilisation de formes orthogonales est manifeste dans les deux cultures. Et bien sûr, il y a les pyramides. Bien que les pyramides mésoaméricaines ne soient pas aussi gigantesques que celles d'Égypte en termes d'échelle et de techniques de construction, leur principe structurel est similaire. Une base massive avec une réduction progressive de la quantité de matériaux à mesure que la structure s'élève. Malgré ces similitudes, les pyramides égyptiennes ont été construites avec une finalité totalement différente, reflétant des visions du monde distinctes. Alors qu'en Égypte, les pyramides servaient de tombes, en Mésoamérique, elles fonctionnaient comme des temples cérémoniels. Bien que les pyramides égyptiennes puissent être considérées comme plus impressionnantes d'un point de vue technique, l'aménagement urbain de Teotihuacan est tout aussi sophistiqué et, à bien des égards, pourrait rivaliser, voire surpasser, le niveau de raffinement observé dans les villes égyptiennes. La ville de Teotihuacan a été détruite et ensuite abandonnée par ses habitants vers le 8e siècle. Tous les noms et significations que nous associons aujourd'hui à la ville et à ses bâtiments proviennent des Aztèques, qui ont découvert la métropole désertée plusieurs siècles plus tard et l'ont vénérée comme un site sacré.